Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Il y a près d'un an, les talibans se sont brièvement emparés de Kunduz, ville stratégique du nord-est de l'Afghanistan. Ils en ont été chassés 15 jours après leur arrivée. Mais la possibilité d'un retour au pouvoir des islamistes est désormais dans tous les esprits. Ce soir, dans Code 24, nous irons à la rencontre des Français qui décident de s'installer à l'étranger. Ils sont chaque année plus nombreux à choisir de faire leur vie ailleurs. Alors, où vont-ils et pour quelles raisons? Audrey Racine nous en dira plus. Grosse destination de la Méditerranée, le tourisme tunisien est en crise depuis les attentats du Bardo puis de Sousse l'année dernière. Alors qu'a fait la Tunisie cette année pour rassurer les touristes et les partenaires? L'enquête de nos correspondants Sandro Lutyens et Amédée Lili. Au Pays Basque, le jambon de Bayonne est une institution depuis plus de 5 siècles. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons découvrir cette fierté de la gastronomie basque. Il y a près d'un an, les talibans se sont brièvement emparés de Kunduz, ville stratégique du nord-est de l'Afghanistan. Ils en ont été chassés 15 jours après leur arrivée, mais la possibilité d'un retour au pouvoir des islamistes est désormais dans tous les esprits. Pour sécuriser le territoire, le gouvernement s'appuie ici, comme dans d'autres provinces, sur des milices locales, souvent dirigées par d'anciens seigneurs de guerre. Une politique dangereuse qui participe à l'instabilité actuelle de l'Afghanistan. Face à l'insécurité chronique, des milliers de personnes ont fui la province de Kunduz. C'est un reportage signé Claire de Buzer, Kamal Abdourahim et Aziz Tassal. Sous une chaleur étouffante, ces hommes de l'armée afghane patrouillent dans l'un des districts les plus instables de la province de Kunduz. Nous avons un checkpoint sur cette route. Derrière, il y a les talibans. Et à quelle distance sont-ils? À 1,5 km. Il y a eu des combats hier matin. Beaucoup d'ennemis ont été tués parce qu'ils ont commencé à venir de notre côté. Les talibans sont tout près et l'ont fait savoir en s'emparant brièvement de la ville de Kunduz l'année dernière. En première ligne face à l'insurrection, une vingtaine de soldats gardent désormais ce poste de contrôle. Les offensives ont repris depuis le printemps. Elles ont fait 5 morts au sein de cette unité qui pour l'instant est parvenue à repousser les insurgés. Ils ne peuvent pas reprendre Kunduz. À l'époque, il y avait moins de soldats, mais maintenant nous sommes forts, nous sommes plus nombreux. Et les forces spéciales sont ici aussi. Elles nous soutiennent et elles montent au front quand les talibans approchent trop. Le commandant Moudassar est en poste à Kunduz depuis quelques mois seulement. Après le fiasco de l'année dernière, le gouvernement a renouvelé tout le commandement militaire. Sur ces images tournées avec un téléphone portable, les talibans hissent leur drapeau sur la place principale de Kunduz, la 5e ville du pays. C'était en septembre dernier. Une victoire rendue possible par la désorganisation des forces afghanes. La contre-offensive de l'armée, soutenue par l'aviation américaine, a laissé des traces. Dans la nuit du 3 octobre, un AC-130 bombarde l'hôpital de Médecins sans frontières. Une erreur selon les Américains. 42 personnes, des patients et des membres du personnel sont tués. Passons par là. Le docteur Hachemi était en salle d'opération cette nuit-là. L'hôpital a été entièrement détruit. Nous sommes sortis par cette porte, mais nous avons vu que des balles perdues tombaient ici. Ce n'était pas du tout sûr de marcher ou de courir de ce côté. Donc en entendant ces tirs et puis ces petites explosions, nous avons décidé de nous cacher ici. Et tout le reste était en train de brûler. Le déluge de feu dure environ 1 heure. Entre 2h08 et 3h15 du matin, les urgences et le service de physiothérapie sont touchés à plusieurs reprises, ainsi que les soins intensifs, où les patients sont pris au piège.
Ils ne pouvaient pas s'échapper, car ils ne pouvaient pas respirer tout seuls. Ils étaient connectés à des respirateurs. Ils étaient inconscients à ce moment-là. Ici, c'était l'unité de soins intensifs, le cœur de l'hôpital, la partie la plus importante de l'hôpital. C'était l'unité de soins intensifs la mieux équipée de la région. MSF parle de crimes de guerre. Dans un premier temps, les forces afghanes et américaines s'embourbent dans des explications contradictoires. L'une d'elles est que des talibans armés combattaient depuis l'hôpital cette nuit-là. Une hypothèse toujours rejetée par MSF. Qui était sur la table d'opération n'est pas important. Quand on ouvre un abdomen, en tant que chirurgien, tout ça c'est pareil. Mais je vous l'affirme, il n'y avait pas de talibans armés, pas de combattants armés. Il n'y avait personne d'armé dans cet hôpital. Le Pentagone a finalement conclu à une succession d'erreurs et 16 militaires ont été sanctionnés. Pas de quoi satisfaire Médecins sans frontières qui réclame une enquête indépendante. Dr Hachemi, lui, espère retravailler bientôt, mais l'ONG française n'a pour l'heure pas décidé de rouvrir à Kunduz. Beaucoup de médecins ont quitté la région au moment du conflit et ne sont pas revenus. Le docteur Gaffar est l'un des rares à faire le chemin en sens inverse. Il vient de Kaboul. Il ne pratique pas la chirurgie de guerre, mais la chirurgie plastique. Ça va? Il est inquiet parce qu'il revoit son médecin. Il va s'en souvenir toute sa vie. Omid, 2 ans, a une grave déformation du palais. Son père n'a pas les moyens de l'emmener se faire soigner à Kaboul. Le docteur Gaffar va l'opérer gratuitement. C'est la 4e fois qu'il vient bénévolement dans cette petite clinique de Kunduz. Mon but principal en pratiquant cette chirurgie, c'est d'aider ces enfants. Ils devraient tous pouvoir avoir un joli sourire. En 3 jours, il a opéré une 15aine d'enfants. Omid est son dernier patient. 1h30 plus tard... Bravo, bravo! Mission accomplie. Le docteur Gaffar a repoussé 3 fois sa visite, à cause des risques. La veille de son arrivée, les talibans ont kidnappé des dizaines de passagers de bus à quelques kilomètres d'ici. Je pensais que moi aussi j'étais en danger, mais j'avais des rendez-vous avec des patients. Alors je leur ai dit que j'allais venir à cette date. Comment est-ce que j'aurais pu les abandonner? Alors il a pris la route, 7 heures depuis Kaboul pour être au rendez-vous. Alors vous êtes content maintenant? Bien sûr, docteur. Je suis content que vous soyez là. Ça nous évite de devoir aller à Kaboul. Tous mes patients vont bien, alors je retourne heureux à Kaboul. Mais avant, le docteur Gaffar veut voir où en sont les travaux de la nouvelle clinique, financée par des donateurs canadiens. Elle est située dans le centre de Kunduz. Si tout va bien, c'est là qu'il opérera lors de sa prochaine venue. Sa principale inquiétude pour l'instant, c'est la proximité des talibans. Ils entrent dans la ville par ici, et par d'autres endroits aussi. Si les talibans sont ici, je ne peux pas venir, ce n'est pas possible. Nous avons un gouvernement, nous avons un système. Alors pourquoi devrions-nous soutenir les talibans? Allez, on y va. Le docteur Gaffar repart vers Kaboul, sans savoir à quoi ressemblera Kunduz lorsqu'il reviendra. Pour l'heure, le drapeau afghan flotte au-dessus de la ville. Les forces de sécurité contrôlent le centre et l'aéroport, mais pas au-delà. Alors le gouvernement a eu une autre idée pour contrer la mainmise des talibans. Des agents des services de renseignement nous escortent. À l'entrée de ce village, ces hommes armés ne sont pas des soldats, mais des miliciens. À leur tête, Shir Zahir, un taliban repenti. Ses anciens compagnons d'armes le considèrent comme un traître. Au moment de leur prise de Kunduz, ils ont attaqué ce village et tué 2 de ses fils.
Ça, c'est Nakibullah, mon deuxième fils. Il était où? Il a été tué chez moi. J'étais dans ma maison, à ce moment-là, je me battais contre eux. Tant que les talibans sont en Afghanistan, je peux dire que ce sont mes ennemis personnels, les ennemis de ce pays et les ennemis de l'islam. Au nom de la lutte contre les talibans, Shir Zahir fait la loi dans ce village qui compte environ 2000 maisons. Ici, c'est lui qui autorise les allées et venues. On se méfie des gens qu'on ne connaît pas. Nos sources nous informent régulièrement que les talibans essaient de venir ici et planifient des attaques suicides contre nous. Il est à la tête d'une cinquantaine d'hommes, originaires du village ou des alentours. Certains sont très jeunes, mais très motivés. On se bat comme des chiens. Je vous dis la vérité, si les ennemis approchent, on se battra jusqu'au bout. C'est mon pays ici, c'est ma terre. Lourdement armés, ces hommes sont payés par le gouvernement pour tenir les talibans à distance. Les rares habitants que nous croisons se disent satisfaits de la présence de Shir Zahir et de ses hommes. Shir Zahir est quelqu'un de très bien et grâce à lui, c'est calme ici. Difficile de savoir s'ils le pensent vraiment. Ces milices sont régulièrement accusées d'abuser de leur pouvoir. Pourtant, les autorités comptent de plus en plus sur elles pour être les derniers garde-fous face aux insurgés. À Kunduz, la guerre n'est jamais loin et des milliers d'habitants ont déjà fui. Mais certains veulent encore croire au changement. C'est le cas de Zargoul Halimi. Elle est bien connue à Kunduz. Bonjour, comment ça va? Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes devant la caméra, et moi on ne me filme pas. C'est l'une des deux seules femmes membres de l'Assemblée provinciale. Ce matin, elle se rend au département d'éducation, bien décidée à faire bouger les choses. Comment allez-vous? Elle veut organiser la formation pour les étudiants qui passeront le concours, l'examen national d'entrée à l'université. C'est une très bonne initiative. Oui, si vous faites quelque chose, ça ira plus vite. Sa notoriété et son mandat d'élu en font une cible de choix pour les talibans, qui traquent tous ceux et celles soupçonnés de travailler avec le gouvernement. Quand les insurgés s'emparent de Kunduz en septembre dernier, un groupe kidnappe son mari pour l'atteindre elle. Grâce à la médiation des aînés de son village, il est relâché le soir même. Merci. Malgré les risques, la députée refuse de partir. On est obligé de rester, on a cette responsabilité sur le dos. Les gens ont voté pour nous. On leur a promis de les servir dans n'importe quelles conditions. On doit tenir la promesse qu'on a faite à notre peuple et à Dieu. Tant que je suis en vie, je continuerai, je n'ai pas le choix. Seule concession, elle et sa famille ont quitté leur district pour s'installer en ville, où la sécurité est meilleure. Aujourd'hui, elle s'inquiète surtout pour l'avenir de ses 5 filles, âgées de 10 à 23 ans. Tina, l'aînée, est policière depuis quelques mois. Un pari osé dans un pays où moins d'1% des policiers est une femme. Kunduz en compte une vingtaine. C'est difficile pour une femme d'être dans la police en Afghanistan, surtout à Kunduz. Les talibans sont nos principaux ennemis, ils ne veulent pas que les femmes travaillent à l'extérieur, et certainement pas dans la police. Tina et ses sœurs ont grandi avec la présence de l'OTAN et des organisations internationales. Mais la situation ne cesse de se détériorer dans le pays, et comme beaucoup d'Afghans, Tina n'a aucune confiance dans le gouvernement. Même dans 100, 200 ans, ça n'ira toujours pas. On est une génération sacrifiée, mais pour la génération d'après, ce sera pareil. Je vois comment ça se passe dans la société. Quand je vais au travail, je vois les soldats qui reviennent du front, la situation n'est pas bonne. Ils disent qu'ils n'ont pas de soutien. Moi, je perds espoir. Je ne pense pas que la situation du pays va s'améliorer, en tout cas pas de sitôt. À la différence de sa mère, Tina aimerait quitter Kunduz et continuer des études à l'étranger, de préférence en Europe. L'Afghanistan se vide de ses forces vives. L'année dernière, près de 200 000 Afghans ont demandé l'asile dans un pays d'Union européenne. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Nous sommes cette semaine à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand de France. Et au beau milieu de tous ces voyageurs, nous allons à la rencontre des Français qui décident de s'installer à l'étranger. Ils sont chaque année plus nombreux à choisir de faire leur vie ailleurs. Alors, où vont-ils et pour quelles raisons? Comment se passe leur retour quand ils décident de rentrer? Audrey Racine nous en dit plus. Bonjour à tous et bienvenue à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, l'aéroport le plus fréquenté de France. D'ici, les gens partent pour plus ou moins longtemps et nous avons décidé de vous parler de ces Français qui décident de s'installer à l'étranger. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Alors pourquoi partent-ils? Où vont-ils? Et pourquoi des fois décident-ils de rentrer? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette émission. Mais avant cela, quelques chiffres. Des Français plus nombreux à partir et plus aventuriers. C'est ce que révèlent les derniers chiffres du Quai d'Orsay. Les expatriés posent leurs valises dans les régions dynamiques économiquement. Les Émirats Arabes Unis illustrent la tendance. Plus de 20 000 Français y résident. Des expatriés classiques envoyés par leur entreprise, mais aussi des entrepreneurs venus tenter leur chance. Deux continents ne cessent d'attirer. L'Amérique du Nord se défend bien, les États-Unis et le Canada accueillent près de 14% des expatriés. Les Français regardent aussi vers l'Océanie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande séduisent grâce au visa vacances-travail. Mais d'autres régions n'ont plus la cote. La Chine pâtit de son ralentissement économique et de la pollution dans les grandes villes. Le nombre d'expatriés y est stable depuis 2 ans, alors qu'il n'avait cessé de grimper dans les années 2000. Mais les Français vivent surtout chez leurs voisins. Ils sont 37% à résider dans l'Union européenne. Alors pourquoi ces Français sautent le pas et sautent dans un avion et comment choisissent-ils leur pays d'adoption? Il y a évidemment autant de raisons que de personnes, mais nous avons choisi d'en suivre quelques-unes. Regardez. Du quartier de Belleville à Paris, au gratte-ciel des Émirats Arabes Unis. C'est le chemin de deux frères, Mohamed et Ahmed Benaïssa, français d'origine algérienne. Aujourd'hui, c'est un grand jour, l'ouverture de leur 4e boulangerie. Un succès qu'ils auraient voulu connaître en France, mais au pays, personne n'a cru en eux. Non, je pense qu'en France, il y a un système, donc c'est la politique des banques. Peut-être il y a la peur de prendre le risque. Et et je dirais quelque part, c'est le destin, quoi. Si ça n'a pas marché là-bas, voilà, aujourd'hui, ça marche ici. Rien qu'à Dubaï, le consulat de France enregistre 100 nouvelles arrivées par mois. Parmi eux, Khaled Boudemar. Il a monté une association pour aider les Français à s'installer. Comme lui, beaucoup sont issus de l'immigration. Je pense que le fait d'avoir une culture arabo-musulmane et d'avoir été formé en France et donc d'être, comme on dit ici, western educated, et d'avoir une formation étrangère, c'est clairement un plus vis-à-vis des recruteurs. À Dubaï ou aux États-Unis, les jeunes Français viennent chercher des investisseurs. Julien a choisi la Silicon Valley en Californie pour lancer ses startups. Holidoc, c'est un Airbnb pour chiens qui permet en fait de facilement trouver un pétiteur pour faire garder son animal quand vous partez en vacances. Il a bien essayé de développer son entreprise en France, mais sans succès. Les investisseurs français disent ok, le marché est trop petit en France, il faut voir plus grand, mais quand je leur dis je vois plus grand, c'est trop risqué. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est génial, c'est génial. Combien je dois mettre? Julien s'est installé dans un incubateur où, en échange de parts dans sa société, on lui apporte une aide financière et surtout un carnet d'adresses qui lui permettra de récolter les 10 millions de dollars dont son site a besoin. Mais pour cet investisseur français installé à San Francisco, la Silicon Valley est un univers très compétitif et il faut avoir le goût du risque. Le nombre de boîtes qui se plantent sur une centaine de boîtes fundées, ça va être plus proche de 70-80. Tenter sa chance à l'étranger pour le travail, ou plus simplement, pour s'offrir une retraite au soleil. Joël et Mireille Bourguignon en rêvaient. Depuis 3 ans installés dans ce lotissement, ils savourent la douceur de l'hiver marocain.
Ce qui a convaincu ces anciens employés de l'aviation de s'installer au Maroc, c'est le prix de la maison. 300 000 €, 3 fois moins qu'une villa équivalente dans le sud de la France. Acheter la surface en France, c'est bien, mais après, il faut vivre. Et quand on arrive à nos âges et qu'on va mettre 1 million dans quelque chose, il faut avoir ce million disponible, sinon ça veut dire que c'est reprendre des crédits jusqu'à quel âge. T'as vu le bouquet? Joël et Myriel ne retournent en France que quelques jours par an pour voir leurs enfants. Ils l'assurent, ils n'ont jamais eu le mal du pays. Et parmi les destinations les plus prisées, Londres, plus de 220 000 Français seraient actuellement installés outre-Manche. Et si le poids de cette communauté peut être une chance, cela peut aussi avoir des inconvénients, notamment pour la scolarité des enfants. Depuis Belle-Lurette, les Anglais l'appellent Froggy Valley, la vallée des grenouilles. Le quartier de South Kensington est le cœur historique de la communauté française, mais une communauté en explosion aujourd'hui. Selon les estimations, 300 à 400 000 Français habitent Londres, soit l'équivalent de la ville de Nice. Emblème, le lycée français Charles de Gaulle. Centenaire et prestigieux, il assure 100% de réussite au baccalauréat. Mais si vous voulez y inscrire votre enfant, vous recevrez à coup sûr cette réponse, refus de place. L'établissement est surchargé, seule solution pour y entrer, s'y prendre tôt, mais alors vraiment très tôt, comme pour la maman de Maya. Enceinte, j'avais des amis qui avaient déjà des enfants qui m'avaient dit qu'il fallait absolument commencer à inscrire son enfant à l'école, même si elle n'était pas née. Je trouvais ça un petit peu étrange et j'avoue qu'avec la pression des gens autour de moi, finalement je l'ai fait, j'ai rempli des dossiers pour plusieurs écoles. Je ne sais pas très bien ni pourquoi ni comment, mais voilà, on a eu une place à l'école des petits et on est ravis. Mais pour d'autres, comme cette famille de 3 enfants, la rentrée a été un parcours du combattant. J'ai fait quand même plusieurs tentatives au lycée français, j'ai fait 3 tentatives. À chaque fois, j'ai eu des refus. C'est un vrai problème. Et une fois qu'on a trouvé, on est vraiment soulagé. Je crois que c'est le problème numéro 1. C'est presque plus difficile de trouver une école que de trouver un job. La communauté française a donc ouvert un nouveau lycée, le Winston Churchill, inauguré par François Hollande en septembre dernier. Nous offrons des classes depuis la grande section de maternelle jusque cette année à la seconde. Mais pour cette année, à l'exception d'un niveau, nous avons de la place dans toutes les classes. Problème réglé? Pas encore, car le nouveau lycée est à Wembley, à 20 km du centre. Rapporté à Paris, c'est comme s'il était aussi distant que l'aéroport d'Orly. Beaucoup de familles ne veulent pas y aller, sans compter le prix. Les lycées français sont certes sous contrat avec l'éducation nationale, mais ils sont payants. 9 000 € par an pour Charles de Gaulle, 14 000 pour Winston Churchill. Pour tous ceux qui ne peuvent pas intégrer le système français, il faut aller dans le britannique. Il y a des écoles publiques, mais là encore souvent des refus de place, des écoles gratuites religieuses comme celle-ci, mais il faudra être baptisé. Le prêtre de la paroisse fait les inscriptions et pointe les parents à la messe le dimanche, faute de quoi la place de l'enfant est révoquée. Restent enfin les écoles privées. Pour celles-là, il faudra passer des tests d'entrée dès l'âge de 3 ans et compter entre 15 et 20 000 € l'année. Et des fois, le mal du pays ou des difficultés dans les pays d'adoption entraînent des retours. Nos journalistes ont enquêté sur les raisons qui poussent ces Français à rentrer. Cette semaine, Debra et Dominique font leur rentrée des classes près de Paris. Tout juste arrivées du Mexique, elles vont devoir s'adapter rapidement car elles ne parlent qu'espagnol. C'est Olivier, leur papa français, qui a décidé de ce changement de vie. ¿Qué te falta? Voilà. Ah, ça va, ça lui manque la famille, sa grand-mère, ses copains, ses copines à l'école, c'est normal. Ouais. Une décision prise au bout de 11 années passées au Mexique. Au début, Olivier aime ce pays qu'il décrit comme épicurien et musical, mais très vite, il déchante. La corruption, les inégalités sociales et surtout l'insécurité le poussent à rentrer en France. On ne peut jamais sortir dans un centre commercial, aller se promener en pleine nature, sans vivre dans une certaine paranoïa. Parce qu'avec tous les actes de violence, les enlèvements... Et là maintenant vous êtes content d'être ici avec votre famille? Oui, je suis content. Je pense que c'est la meilleure décision qui soit, surtout pour mes enfants. Pour se réadapter, Olivier fait appel à l'Union des Français de l'étranger. Cette association, créée en 1927, voit de plus en plus de candidats au départ, mais aussi au retour. Devant la complexité de la bureaucratie française, l'UFE apporte des réponses concrètes aux expatriés. On a mis en place, notamment cette dernière année,
des partenariats avec des entreprises, des partenariats avec des cabinets conseils, des cabinets de recrutement, des coachs, donc qui peuvent être activés soit au moment où on est rentré, mais moi ce que je conseille c'est de les activer avant de rentrer. Rentrer est aussi la meilleure solution pour certains. Après des années passées aux États-Unis, c'est en France que Paul Sidbon décide de créer son entreprise. Sa start-up propose des systèmes d'application mobile aux collectivités qui sont très structurés dans l'Hexagone. Le secteur se développe aussi en Asie et en Afrique. Nous, on intervient aujourd'hui dans des pays comme le Congo, comme le Sénégal. On travaille pour le ministère de la Santé au Kenya. On a un décalage horaire qui est extrêmement réduit. Pour une société qui démarre aujourd'hui, il est clair qu'on a un accès à des marchés qui serait absolument impossible depuis les États-Unis. Autre point fort en France, le haut niveau de formation. Ces jeunes ingénieurs développent des systèmes parmi les plus performants au monde. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore cédé aux sirènes de la Silicon Valley. Et avant de se quitter, sachez que sont décernés chaque année les trophées des Français de l'étranger, des récompenses qui saluent les parcours exceptionnels de ces Français hors de l'Hexagone, comme ce Français devenu star en Corée ou encore cette professeure de philo qui enseigne en chinois. À très bientôt à tous les téléspectateurs de tous les horizons sur France 24. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Après plus de 2 semaines d'une grève générale en avril qui a tourné à l'émeute, la petite île de Mayotte, 101e département français depuis 2011, est dans l'impasse. L'immigration clandestine massive, insécurité, chômage, pauvreté, le dernier né des départements français est au bord de l'implosion. Mayotte n'arrive plus à contenir l'afflux de migrants et la délinquance des mineurs devenue de véritables fléaux qui paralysent l'île. En juin, le gouvernement Valls a annoncé une série de mesures pour éteindre l'incendie, des renforts policiers et un partenariat renforcé avec les associations pour lutter contre la délinquance et l'immigration clandestine. Mais l'île se sent délaissée depuis trop longtemps par les pouvoirs publics, au point que l'on parle aujourd'hui de départementalisation ratée. Alors, comment en est-on arrivé à une telle situation de crise? Reportage signé Gaël Borgia. Mayotte, à 8000 km de l'Hexagone, entre Madagascar et le Mozambique. Une île de 375 km², plus petite que la Corse. Tenue traditionnelle musulmane, marchés ambulants, un décor typiquement africain. Pourtant, Mayotte est française depuis 1841, avant Nice et la Savoie. L'île au parfum, comme on l'appelle, fait partie des 4 îles de l'archipel des Comores, colonisées par la France. Mais en 1974, les Mahorais choisissent par référendum de rester français, contrairement au reste de l'archipel qui accède à l'indépendance. Résultat, Mayotte devient rapidement le petit Eldorado français de la région et attire des milliers de Comoriens et Africains qui fuient la pauvreté et l'instabilité politique de leur pays. Aujourd'hui, 1 habitant sur 4 est en situation irrégulière. Non, ici nous sommes beaucoup de réfugiés, les Rwandais, Burundais. Mais les Burundais, nous sommes beaucoup ici parce qu'il y a beaucoup de problèmes diplomatiques là-bas chez nous. Moi, je gagne 6 euros par jour. Je vendais ça. Tolérés jusqu'à présent, les clandestins ne sont plus les bienvenus. Accusés d'être responsables des agressions et cambriolages qui ont explosé à Mayotte. Exaspérés par le climat d'insécurité, des villageois ont décidé de chasser les clandestins eux-mêmes. Nous avons filmé une de ces expulsions en caméra cachée. Sous l'œil passif de la gendarmerie, des hommes, des femmes et des enfants ratissent le village et somment les clandestins de partir. Pourquoi vous les chassez? Vous en avez marre?
Résultat, des centaines de personnes à la rue, parfois avec des papiers français, sont accueillies dans ce qui ressemble à un camp de réfugiés en plein centre de Mamoudzou, chef-lieu de l'île. Nous sommes dans un pays avec une délinquance juvénile forte, avec une insécurité, avec une pression fiscale, avec des taxes foncières qui arrivent. Il fallait un bouc émissaire et ce bouc émissaire se trouve actuellement être la personne d'origine comorienne. Des tensions qui gagnent même les établissements scolaires. 8000 naissances par an à Mayotte, l'équivalent d'une salle de classe par jour. Les services publics ont du mal à suivre la cadence. Le vice-rectorat nous autorise à filmer au lycée Younoussa Bamana, l'un des plus importants de l'île. Ce jour-là, des lycéens poursuivis par une bande de l'extérieur viennent de s'introduire dans le lycée. La police doit intervenir à l'intérieur de l'établissement. Ces dernières semaines, les affrontements entre policiers et bandes de jeunes se sont multipliés. Les jeunes recherchés se sont réfugiés dans une salle. Levez-vous là. Déjà, si tu veux me parler, tu parles en français. Déjà, tu tiens correctement, là, tu descends de ton mur. La scène est surréaliste, des mineurs face à des policiers en équipement anti-émeute. Un intrus est finalement arrêté, 15 ans tout au plus. La délinquance des mineurs, un des fléaux de l'île. Il y aurait entre 3000 et 7000 mineurs isolés. Des enfants nés sur le territoire français dont les parents clandestins ont été expulsés. Pour insérer ces mineurs dans la société, l'association Le Village d'Eva, créée il y a 2 ans, tente de donner une éducation aux enfants non scolarisés. Kaweni, quartier considéré comme le plus dangereux de Mayotte. Au milieu du bidonville, l'association a transformé une baraque de fortune en salle de classe. L'adjectif qualificatif, oui, mais dans notre partie. Souligne dans notre phrase. Il y en a qui partent de loin et ils se donnent la peine de se lever très tôt le matin, de faire le trajet jusqu'ici. Donc ils sont très conscients, ils sont toujours demandeurs, à toujours savoir. Devant les services de l'État débordés ou impuissants, c'est toute une vie citoyenne qui se réorganise. Armée de bâtons de bois et de sifflets, l'association COSEM, Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, effectue des rondes de nuit. Mayotte, 101e département français, est le plus cambriolé de France. L'objectif de ces rondes, se prévenir entre voisins au moindre mouvement suspect, puis alerter la police. On ne va pas attendre l'État. L'État, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout l'État en ce moment, mais il ne fout rien. Raoul Mroivili a été conseiller municipal de 2008 à 2014. Si Mayotte est dans cette situation, c'est aussi à cause de la corruption des élus locaux, selon lui. Parce qu'on dénonce le dysfonctionnement de ces gouvernants communaux, départementaux. Quand l'argent du contribuable il est mal utilisé, ça s'appelle du dysfonctionnement. C'est de la corruption, en un mot. Mais pour les élus de Mayotte, le cœur du problème reste l'afflux massif de clandestins qui paralyse la vie de l'île. Le fond du problème, c'est l'immigration clandestine. Et même ces forces de l'ordre sont dépassées. Il suffit de voir la quantité de personnes qui arrivent ici tous les jours, au moins une centaine tous les jours, qui arrivent avec des barques. C'est eux le problème à Mayotte. La départementalisation de Mayotte, votée par référendum en 2009, était signe d'espoir pour les Mahorais. Mais l'égalité réelle avec l'Hexagone tarde à arriver, et pour beaucoup, c'est une déception. Les Mahorais bénéficient de tous les devoirs de droit commun. Quand je dis tous les devoirs, c'est le même barème pour l'impôt sur le revenu, c'est le même barème pour le code pénal. Tout ce qui est de frapper fort le porte-monnaie des Mahorais, là on est de droit commun. Mais quand il s'agit de redistribuer, de donner des prestations, de donner un peu de bouffée d'air, d'oxygène à la population de Mayotte, mais non, là on est dans la spécialité législative, là on est dans une mesure dérogatoire. Donc aujourd'hui, on dit haut et fort non à l'injustice. Pour calmer la grogne, le gouvernement Valls vient de renforcer le dispositif policier contre la délinquance et l'immigration clandestine. Difficile de croire que cela puisse apaiser le profond malaise social de ceux qui se sentent les oubliés de la République. En Tunisie, la saison touristique s'annonce très compliquée pour le pays modèle du monde arabe.
Grosse destination de la Méditerranée, le tourisme tunisien est en crise depuis les attentats du Bardo, puis de Sousse l'année dernière qui visaient alors principalement les touristes étrangers. Des défaillances sécuritaires avaient alors été pointées du doigt. Certains États, comme le Royaume-Uni, conseillent encore à leurs ressortissants d'éviter le pays. Alors, qu'a fait la Tunisie cette année pour rassurer les touristes et les partenaires? C'est un reportage de nos correspondants Sandro Luciens et Amédit Lili. La sécurité avant tout, un mot d'ordre pour Karim Eluch à la tête de Waycon, leader en Tunisie des packs sécurité, tout compris. En un an, la société a quasiment doublé son chiffre d'affaires et ses effectifs. Le secteur est en plein boom. Vu qu'il y a eu plusieurs incidents, etc., on se rend compte que beaucoup d'installations n'étaient pas au niveau. Aujourd'hui, dans les caméras, il y a vraiment une variété énorme de produits. Mais on a des caméras discrètes comme ça, qui sont petites. Donc qu'on installe très souvent dans les hôtels qui ne veulent pas avoir une grande visibilité des caméras. On a ensuite des caméras plus sophistiquées de ce type-là, qui sont des caméras thermiques. On sent que ça bouillonne de partout. On a des demandes qui viennent de tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience de l'importance de la sécurité. Jusque-là, souci exclusif de la police, la sécurité concerne désormais aussi les acteurs du tourisme. L'année dernière, les attentats de Sousse et du Bardo ont révélé des défaillances. Résultat, en un an, la destination a perdu la moitié de ses clients. Les autorités ont donc réagi avec un nouveau protocole sécuritaire, des normes strictes que ces 120 inspecteurs du tourisme sont chargés de faire respecter avec des visites aléatoires plus fréquentes, 12 000 sur la seule année 2015. Justement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'élever le niveau et de travailler sur ces institutions qui ne sont pas aux normes et qui n'ont pas encore adopté les normes qui sont maintenant obligatoires. Traquer les failles sécuritaires, c'est donc un nouveau domaine de compétence pour Nada Garalel et ses collègues. L'inspectrice travaille dans la région de Nabeul, la deuxième plus grande zone touristique du pays. On va faire une inspection sur la sécurité, vérifier le système des établissements touristiques. Miroirs de voitures, portiques automatisés, cet hôtel 5 étoiles semble avoir mis le paquet sur un matériel de pointe. Caméras de surveillance, tenue, salle d'opération, on peut voir un peu tout, comme d'habitude. Amenez-nous le chef de la sécurité, s'il vous plaît. Regardez, là, le grillage n'est pas assez haut. Quelqu'un pourrait passer. Nous, on veut zéro risque. Il faut qu'ils rajoutent encore des caméras. Il y en a une sur la plage, ils vont en rajouter 4. Un souci sécuritaire qui concerne également le personnel. Vous ne trouvez pas un dossier qu'il n'y a pas de bulletin numéro 3. Et ça... Le bulletin numéro 3, c'est la confirmation du ministère de l'Intérieur? Exactement. Oui. Qu'il est propre, qu'il n'a pas d'antécédent. Dernière étape, la salle de contrôle. Finalement, rien à signaler, Nada Garalel est satisfaite et le directeur espère que les efforts de l'hôtel feront venir plus de clients. Ils voient qu'on s'occupe, qu'on s'intéresse à leur sécurité et ça c'est très important pour qu'ils continuent à venir et de bouche à oreille ils vont parler quand ils rentrent avec les amis, avec les familles et tout ça. Un bon bilan, mais est-ce vraiment le cas partout? Dans cet autre établissement, déjà pas de portique à l'entrée et l'inspectrice est rapidement agacée. On peut voir la nouvelle salle de vidéosurveillance? On n'en a pas encore, elle n'est pas prête. Oui, car si les caméras sont bien là, sans salle de contrôle, elles ne servent pas à grand-chose. Votre personnel a une formation en sécurité? Le personnel de sécurité, c'est programmé, mais pas encore. Pour l'instant, les inspecteurs en restent à un simple avertissement. Pour éviter la fermeture, l'hôtelier doit rapidement se mettre à niveau. Mais voilà, assurer la sécurité, ce n'est pas encore rassurer les marchés. Pour cela, il faut convaincre les intermédiaires, ceux qui devront vendre la destination Tunisie à l'étranger. On veut juste vivre en paix. Le terrorisme n'est pas de chez nous. Ce n'est ni dans notre culture, ni dans notre civilisation. Le guide Abdelhamid encadre aujourd'hui un groupe, pas comme les autres. Ici, aucun touriste, mais des représentants d'agences de voyage et d'un tour opérateur russe.
Au programme, le musée du Bardo et sa collection de mosaïques. Un lieu symbolique, un an après l'attaque terroriste qui a fait 22 victimes. Au milieu du groupe, Abderrazak Azouzi tente de capter les premières réactions. On organise un voyage d'études en Tunisie pour les revendeurs, qui par la suite vont convaincre les Russes à venir en Tunisie. Donc eux-mêmes, ils vont constater, les agents de voyage, que le pays est en sécurité. La police est partout, il y a une bonne sécurité dans les hôtels. La Tunisie n'est malheureusement pas une destination touristique en vogue, mais nous, on dira à nos clients que c'est très bien. L'opération séduction est en marche sous les yeux d'une escorte policière discrète. En attendant le retour des Européens, le pays table sur près de 300 000 touristes russes cette année et fait tout pour que les professionnels ramènent à leurs clients un beau souvenir de la Tunisie. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Au Pays Basque, le jambon de Bayonne est une institution. Cette charcuterie à la renommée mondiale est à l'honneur dans les rues bayonnaises depuis plus de 5 siècles. Dans la capitale basque, c'est la foire au jambon qui annonce traditionnellement le printemps. Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons découvrir cette fierté de la gastronomie basque. C'est sur les contreforts des Pyrénées, au cœur du Pays Basque, que naît le jambon de Bayonne. Vous voulez goûter le jambon? Je vois qu'il y a les amateurs là. Qu'est-ce que c'est? La Rolls-Royce du jambon de Bayonne. Avec un peu de gras parce que c'est le gras qui donne le goût. On peut dire que c'est un peu comme le vin finalement, ce jambon, on les garde longtemps, on est des gens patients, c'est un vrai produit du Pays Basque. À Bayonne, depuis 5 siècles, c'est la foire au jambon qui annonce le printemps. Ils viennent des confins du Pays Basque. Sur l'épaule, chacun porte sa plus belle pièce. C'est un rituel immuable. La foire s'ouvre chaque année par le concours du meilleur jambon fermier. Le jury est composé des 3 meilleurs charcutiers de la région. Ici, on ne goûte pas le jambon. On le sent, on le touche, on le jauge. Pendant plus de 3 heures, 30 éleveurs vont tenter de séduire les juges. Un jambon bayonnable, c'est un jambon qui a une belle coupe au départ et qui sent bon en fait. On travaille à l'œil et on travaille avec au lait quoi. En fait, au lait. Il y a des arômes qui se rapprochent de la noisette, quelque chose de doux, comme des parfums d'amande, des parfums d'huile. La graisse a donné aussi du goût et donc il y a ce petit goût rince mais pas trop, une espèce d'équilibre comme ça. Pour apprécier les jambons, les membres du jury utilisent un outil insolite, une sonde taillée dans un péroné de cheval. C'est un vieil ustensile qui appartenait à mon père et on se le transmet de génération en génération. On fait très attention parce que les jambons sont secs et des fois on peut le casser quoi. Voilà. Mais c'est assez solide quand même. Mais les odeurs qui sont en haut dans le jarret ici, c'est magnifique. Après une matinée de tractation intense, 3 jambons sortent du lot. L'honneur d'annoncer le grand gagnant revient à la confrérie du jambon de Bayonne. Le vainqueur est un habitué du podium. En 10 ans, son jambon a été consacré 3 fois. Un bon jambon, c'est un bon cochon. Un bon cochon, c'est un bon agriculteur qui nourrit bien le cochon. Ces monuments de la gastronomie basque, c'est au cœur des montagnes qu'il faut aller les chercher. Ici, Egnot-Larrey élève une centaine de bêtes au pied du col d'Iparla, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Ces cochons prennent le temps de grandir. Ils vivent 1 an à l'air libre et mangent des produits 100% naturels.
fait d'être en plein air, ça permet d'avoir tout ce qui est châtaignes, glands, noisettes et tout ça, surtout en automne. Le développement du cochon se fait naturellement, tranquillement. Au Pays Basque, Eniot Larrey est un des derniers à élever des cochons en semi-liberté. Allez. Ça permet d'entretenir le paysage. Le fait d'avoir des cochons dans des parcelles comme ici, ça permet de valoriser des parcelles qu'on ne pourrait pas valoriser autrement. Par exemple, ici, voilà, il y a des haies, il y a une forêt. Voilà, c'est pas un lieu très adapté pour les brebis, alors que pour les cochons, c'est l'idéal. C'est 2 vallées plus loin que les cochons d'Eniot seront transformés, à Hasparren, chez Eric Hospital. Certains traverseront les océans, vers l'Asie ou les États-Unis. Mais avant, ces jambons crus doivent patienter jusqu'à 36 mois dans ce séchoir ouvert aux 4 vents. Ce qui fait le goût, c'est surtout la chaleur, parce qu'en fait, voilà, tout le gras qui est ici, il est un petit peu jaune, il a chauffé, quoi. Donc quand ça chauffe, eh ben, ça fond, ça s'infiltre dans la viande, ça va prendre du goût, et puis le soir, ben, il va faire froid, donc ça va figer tout ça à l'intérieur, et puis après il va pleuvoir, donc il va y avoir de l'humidité, il va y avoir dessus comme de la moisissure qui va venir. On peut dire que c'est un peu comme le vin finalement, ces jambons, on les garde longtemps, on est des gens patients, c'est un vrai produit du Pays Basque. Chaque pièce a déjà trouvé acquéreur. Parmi les habitués, les plus grandes tables du monde et même le palais de l'Élysée. En fait, c'est le premier jambon au monde qui fait de la traçabilité. Donc il y a une carte d'identité qui authentifie ce jambon. Voilà, on voit le millésime de l'année, la date d'abattage. C'est important aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, de savoir d'où viennent les produits. Avec 2 autres charcutiers, le père d'Eric Hospital crée en 1985 le jambon Ibayama, la source mère en basque. À l'époque, on ne parle pas de bio, on ne parle pas d'équitabilité avec les paysans. Cette volonté de vouloir mettre en avant les agriculteurs et des artisans main dans la main pour pouvoir élaborer un super jambon, un super cochon. Et je vais essayer moi-même de transmettre ce savoir-faire à mes enfants et à d'autres apprentis qui passeront autour de moi. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.